Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Arou, je suis enseignant en sciences et nous allons terminer nos séquences de préparation au CE1D de sciences avec ce quatrième et dernier volet consacré au transfert de chaleur. Alors, nous allons aborder ça avec la question 4 du CE1D de 2018. On va lire la question. Amélie décide d'être moins dépendante de l'énergie fossile pour chauffer son eau. Elle envisage l'installation de panneaux solaires et se renseigne sur son fonctionnement. Alors vous avez le document 1 concernant le panneau solaire. Un panneau solaire est un capteur thermique le plus souvent placé sur le côté sud du toit d'une maison. Il est constitué d'un coffret parfaitement fermé et parcouru par un tuyau de couleur noire. Dans ce tuyau circule un liquide constitué d'eau et d'antigel qui permet le transport de la chaleur. C'est pourquoi il est appelé liquide caloporteur. Et là vous avez l'illustration de ce panneau solaire. Vous avez l'entrée du liquide caloporteur froid à travers ce tuyau-ci, cette partie du tuyau-ci. Il va circuler dans le panneau solaire à ce niveau-là et il va sortir chaud. Donc sortir du liquide caloporteur chaud. Et là, vous avez les différents éléments constitutifs du panneau solaire. Alors, le document 2 concerne l'installation domestique. Donc vous retrouvez le panneau solaire qu'on avait vu dans le document 1 et vous avez ici plus en détail le fonctionnement, comment est-ce que le panneau solaire peut faire fonctionner un chauffe-eau dans une installation domestique. Alors, vous remarquez ici que le liquide caloporteur qui rentrait froid et ressortait chaud, il va circuler dans le tuyau ici, il va passer ici à l'intérieur du chauffe-eau qui est le réservoir d'eau et va ensuite revenir au panneau solaire à l'aide de ce qu'on appelle un circulateur qui est une pompe électrique qui permet le déplacement du liquide caloporteur. Et au niveau du chauffe-eau en lui-même, vous avez l'entrée d'eau froide qui se fait par ici et là, vous avez de l'eau chaude qui en ressort. Encore une fois, j'ai analysé le document comme c'était présenté avant de lire la question. Alors, ici, si je lis la question, l'énergie solaire est transformée en énergie thermique au niveau du panneau solaire. Démontre. Démontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire prouver de manière évidente à l'aide d'un raisonnement. Vous avez l'astérisque qui donne qui renvoie ici à sa note de bas de page et qui vous permet de lire la définition de démontrer. Alors démontre comment l'énergie issue du soleil permet d'obtenir de l'eau chaude au niveau du chauffe-eau. Ton explication doit mentionner tous les noms des modes de propagation de chaleur qui interviennent. Alors, rappel sur les transferts de chaleur avant de continuer la question. Donc il existe 3 modes essentiels de transfert de chaleur, transfert par rayonnement, conduction et convection. Vous avez vu ça normalement dans vos cours. Attention, il y a une différence entre chaleur et température, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup d'élèves qui confondent ces deux notions chaque année. Alors la chaleur, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie qui favorise l'agitation des molécules. D'accord? Donc les molécules s'agitent parce qu'elles possèdent de l'énergie qui est la quantité de chaleur. Et la température, c'est le degré d'agitation des molécules. Alors ici, je vous ai mis 2 animations, des molécules qui s'agitent dans un milieu froid et des molécules qui s'agitent dans un milieu chaud. Eh bien, vous voyez que les molécules qui sont ici à droite possèdent plus d'énergie, elles possèdent donc plus de quantité de chaleur, c'est pour ça qu'elles sont plus agitées, on est dans un milieu chaud. Et en fait, leur degré d'agitation est plus élevé, donc la température est plus élevée. D'accord? Donc ce n'est pas la même chose. Donc la chaleur, c'est la quantité d'énergie qui favorise l'agitation des molécules. Là, il y en a plus, là, il y en a moins. Et le degré d'agitation, ça correspond à la température. D'accord? Alors, et donc ici, je parle bien de transfert de chaleur et pas de transfert de température. On transfère de l'énergie. On ne transfère pas un degré d'agitation. D'accord? Alors, de plus, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il fait froid, la matière a tendance à se condenser parce que les molécules qui la constituent occupent moins de place. D'accord? Et lorsqu'il fait chaud, la matière se dilate. D'accord? Car les molécules qui la constituent occupent plus de place. Lorsqu'il fait froid, les molécules sont rapprochées. Lorsqu'il fait chaud, les molécules sont espacées, donc la matière se dilate. D'accord? Alors, si on revient ici à la question, les mots qu'il fallait repérer et qui sont importants, eh bien, c'est le fait qu'on ait une entrée d'un liquide caloporteur froid et une sortie d'un liquide caloporteur chaud. Et dans le document 2, il fallait repérer ici le soleil qui était représenté
Et comme on vous parle de transfert de chaleur, eh bien la première chose, panneau solaire, l'énergie vient du soleil et elle est transférée par rayonnement sur le panneau solaire. Exactement de la même manière que dans une plaque de cuisson. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Eh bien, la chaleur qui a été emmagasinée par les tuyaux noirs sur le panneau solaire va être transférée par conduction vers le liquide caloporteur. Et ce liquide caloporteur va ensuite parcourir tout le système qui est ici, toute l'installation, et vous voyez que ça forme une boucle. Qui dit boucle dit convection. Donc la chaleur elle est transférée par convection à travers le liquide caloporteur jusqu'au chauffe-eau. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans le chauffe-eau? Eh bien la chaleur qui était toujours dans le liquide caloporteur va ensuite être transférée par conduction jusqu'au tuyau noir, qui va ensuite être transférée par conduction vers l'eau pour la chauffer. Et une fois que cette chaleur est atteint l'eau qui est dans le chauffe-eau, eh bien, elle va circuler dans l'eau par convection parce que le chauffe-eau est fermé. Alors normalement, j'aurais dû représenter les boucles comme ceci. Mais voilà, ici, j'ai simplement représenté un cercle comme ceci, des flèches en cercle pour montrer la convection, que c'est une boucle fermée. D'accord? Et qu'est-ce qu'il en ressort? De l'eau chaude. Donc c'était ça qu'il fallait identifier dans ce document. Alors maintenant, si on répond clairement à la question qui vous est posée, qu'il fallait démontrer que l'énergie du soleil permettait d'obtenir de l'eau chaude, en mentionnant tous les noms des modes de propagation de chaleur, lisez bien chaque mot de la question, eh bien voici ce qu'il en est. Le soleil émet de la chaleur par rayonnement, il fallait bien mentionner ce nom, sur le tuyau noir à l'intérieur du panneau solaire. La chaleur est ensuite transférée par conduction du tuyau noir au liquide caloporteur. La chaleur circule par convection dans le liquide caloporteur depuis le panneau solaire jusqu'au chauffe-eau. Elle est ensuite transférée par conduction du liquide caloporteur au tuyau noir et puis du tuyau noir à l'eau du réservoir. D'accord? C'est une conduction, c'est un transfert de chaleur direct. C'est ça qu'on appelle une conduction. Et enfin, la chaleur est transférée par convection de l'eau chaude à l'eau froide pour entretenir ce réchauffement de l'eau à l'intérieur du chauffe-eau. Alors, si on regarde maintenant la question 5 du C1D de 2019, Anne a vu dans un reportage à la télévision que dans les pays chauds, certains habitants utilisent un dispositif tout simple pour refroidir leurs aliments. Ce dispositif nécessite que le sable soit régulièrement humidifié. Elle veut comprendre le fonctionnement. Pour l'aider, son professeur lui dit que le phénomène est identique à celui qui se produit lorsqu'elle sort de la piscine. Le professeur lui fournit les 3 documents ci-après. Alors, document 1, vous avez ici exemple de dispositif utilisé. L'arrosoir avec un pot en terre cuite, enfin 2 pots en terre cuite et vous avez du sable ici qui sépare les deux. Un couvercle également en terre cuite. Et vous avez ici un document 2 qui reprend des relevés de température. Température en degrés Celsius au départ et après 2 heures. À l'extérieur du récipient, 30 degrés Celsius, 30 degrés Celsius, ça n'a pas bougé après 2 heures, c'est la température environnante. Et à l'intérieur du dispositif, 30 degrés Celsius et après 2 heures, 18 degrés Celsius. Donc vous constatez que la température a baissé à l'intérieur du récipient en terre cuite. Et document 3, par rapport à pourquoi est-ce qu'on a froid en sortant de la piscine, parce qu'il faudra comparer justement avec ça. En sortant de la piscine, la peau mouillée cède une partie de sa chaleur à l'eau qui la recouvre. L'eau utilise ensuite cette chaleur pour s'évaporer. Alors si l'eau utilise cette chaleur, la peau se refroidit. D'accord? Alors, explique comment le dispositif utilisé par les habitants permet de refroidir les aliments. Ton explication doit comprendre les termes de chaleur et de température. Alors, si on revient sur le document, eh bien, on vous dit que le sable doit être régulièrement humidifié. Et donc, vous avez clairement l'arrosoir qui l'illustre. Ensuite, donc le phénomène qui se produit est le même lorsque Anne sort de la piscine. Donc, ça veut dire que vous devez comparer ce qui se passe ici avec le fait qu'on sort de la piscine. Alors, qu'est-ce qui se passe? On avait vu que quand on sortait de la piscine, la peau, donc il y avait de la chaleur qui s'échappait au niveau de la peau pour justement réchauffer l'eau qui la recouvrait et l'eau va utiliser cette eau pour s'évaporer ensuite.
Eh bien, c'est ce qui se passe exactement ici. Les aliments qui sont chauds au départ vont céder de la chaleur au sable mouillé qui est ici, au sable après l'avoir humidifié. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau contenue dans le sable, c'est pour ça qu'il faut l'humidifier, va utiliser cette chaleur, va l'emmagasiner pour ensuite s'évaporer. Donc, ça veut dire qu'il y a bien eu un transfert de chaleur depuis les aliments jusqu'à l'eau du sable et l'eau qui va utiliser cette chaleur pour s'évaporer. Et donc, c'est ainsi que les aliments ont perdu leur chaleur et se sont refroidis. D'accord? Alors, si on regarde le document 2, ben, ça explique bien pourquoi est-ce qu'on passe à donc, la température en degrés Celsius de 30 à 18 degrés Celsius. D'accord? Donc, ça recoupe bien. Je vous parlais de recoupement dans la vidéo numéro 2 consacrée à la démarche scientifique. Ben, c'est le cas ici. Et dans le document 3, on vous parle bien, comme je vous le disais, de la peau mouillée qui cède une partie de sa chaleur à l'eau qui la recouvre. C'est exactement ce qui se passe avec les aliments. Alors, si on doit expliquer maintenant le fonctionnement de ce dispositif, eh bien, les aliments transfèrent de la chaleur par conduction, parce que c'est un transfert direct, à l'eau utilisée pour humidifier le sable, de la même façon que la peau mouillée transfère de la chaleur à l'eau qui la recouvre en sortant de la piscine. Cette chaleur est utilisée par l'eau pour s'évaporer. Les aliments ayant perdu une certaine quantité de chaleur, la température baisse. Je vous propose maintenant de passer à l'expérience. Mais alors, on assiste à l'expérience? Voici le matériel nécessaire pour cette expérience. Un récipient d'eau froide, une bouteille d'eau, une canette de soda vide, une plaque de cuisson électrique et une pince. Donc, le matériel expérimental que je vous ai présenté, on va le reprendre ici. Donc, c'était un récipient d'eau froide, une bouteille d'eau, une canette de soda vide, une plaque de cuisson à gaz ou électrique. Ici, on avait utilisé une plaque électrique, ainsi qu'une pince. Donc, il fallait simplement reprendre tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Donc, le mode opératoire. Eh bien, verser un fond d'eau dans la canette de soda à l'aide de la bouteille. C'est par ça que j'ai commencé. Tenir ensuite la canette sur la plaque de cuisson à l'aide de la pince. Et dès que de la vapeur s'échappe, parce que vous avez bien vu que j'ai observé le moment où la vapeur s'échappait par l'ouverture de la canette, eh bien, dès que la vapeur s'échappe, plongez rapidement la canette dans le récipient d'eau froide, ouverture vers le bas. D'accord? Il faut le mentionner, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous avez clairement observé à la fin de cette expérience? La canette, elle s'est écrasée. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer ça de façon scientifique? Eh bien, je vous propose encore une fois une animation. Donc ici, vous avez la canette avec l'ouverture vers le bas que j'ai plongée dans l'eau froide. À l'intérieur de cette canette, vous aviez de la vapeur d'eau, d'accord? Parce que j'avais rempli avec un fond d'eau, j'avais fait chauffer jusqu'à ébullition et donc cette eau s'est transformée en vapeur. Donc c'est bien des molécules de vapeur d'eau que vous avez ici. Et là, vous avez les molécules de l'atmosphère environnante. D'accord? On avait parlé de l'atmosphère dans la présentation numéro 3. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qui s'est passé clairement? Dès que vous avez la canette qui est plongée dans l'eau froide, eh bien, la vapeur d'eau qui contient une importante quantité de chaleur va transférer de la chaleur à l'eau froide. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, s'il y a moins de chaleur, eh bien, rappelez-vous, les molécules, hop, elles se rapprochent, la matière se condense. Si la matière se condense et les molécules se sont rapprochées, eh bien, elles exercent moins de pression à l'intérieur de la canette. Donc, ce qui permet aux molécules à l'extérieur de la canette d'exercer plus de pression et donc de comprimer cette canette.
Voilà ce qui s'est passé. Alors, explique de façon scientifique le phénomène observé. Donc, si on résume ça, en se réchauffant, l'eau se transforme en vapeur à l'intérieur de la canette. C'est ce qu'on appelle la vaporisation. Lorsque la canette est plongée dans l'eau froide, la vapeur d'eau transfère de la chaleur à celle-ci par conduction via son ouverture, donc vers le bas, vous vous souvenez. Ainsi, la vapeur d'eau se condense et sa pression diminue. Ça va? Cette pression étant devenue moins forte que la pression atmosphérique à l'extérieur de la canette, celle-ci se comprime sous l'effet de cette différence de pression. Donc, ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est qu'elle permet d'illustrer à la fois les phénomènes de pression atmosphérique qu'on avait vus dans la précédente présentation et les phénomènes de transfert de chaleur. Alors, si on compare avec l'expérience du C1D de 2018, on avait une bouteille dans laquelle il y avait de l'eau chaude, on avait vidé, donc ça veut dire que l'air qui est contenu dans la bouteille, une fois qu'on l'a vidé, c'est de l'air chaud. On avait fixé un ballon sur le goulot de la bouteille et ensuite on avait plongé la bouteille dans un récipient d'eau gelée. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'air qui est contenu dans la bouteille a transféré de la chaleur à l'eau gelée. Les molécules d'air chaud, qui sont moins chaudes du coup, l'air étant moins chaud, ces molécules se sont rapprochées et ça a permis justement au ballon d'exercer une pression plus importante vers le bas et de s'enfoncer dans la bouteille. Voilà, la présentation est disponible sur le site de Neol Center, www.neolcenter.be, ainsi que sur le site de BX1, sur lequel vous trouverez également des liens vous permettant de vous préparer correctement au CE1D. Je vous remercie pour votre attention.